Monsieur Sordet pour ses textes et aux gens qui sont autour de lui, qui rend accessible ces textes au public letton. L'université a déjà plusieurs livres, 8 livres de Monsieur Sordet. Il a véritablement une grandiose expérience et une créativité. Et je voudrais aussi dire que quant à la science, quand M. Sordet était à la délégation de la commission à Riga, il a su voir ce qui était unique en Lettonie, si ce n'est que, par exemple, la MHD, Salaspils. Mais ma question se porte plus sur l'aspect social dont nous parlons ce soir. C'est clair que les oligarches, c'est mauvais. Le deux capitalisme, c'est pas acceptable non plus. Il paraît que la démocratie va mener nulle part. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui va sauver le monde? Vous avez su voir l'unicalité de la Lettonie. Et parlant des MHD, et quant à la situation actuelle du monde, qu'est-ce qui va le sauver, selon vous? Ce qui est en train de se passer, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que nous considérons actuellement comment obtenir plus des populations. Comment les populations peuvent, je dirais, soutenir le capital dans ses efforts d'expansion et je dirais d'oubli de la culture, de distanciation par rapport à la culture, pour que les populations soient entièrement consacrées à la finance. Ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes. La situation dans laquelle nous entrons, c'est des populations qui ne veulent plus être considérées, après tant d'années d'études, comme des travailleurs obéissant au marché de l'emploi à la carte, mais sont des gens qui veulent être reconnus comme capables de travailler sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est le fait qu'on va vers une destruction de la planète et qu'on va vers une destruction des hommes les uns contre les autres, manipulés par la guerre du capital. Donc ces populations demandent une autre optique, une autre orientation, et se découvrent finalement inventeurs, non pas d'un mode de vie, mais d'une forme de vie. C'est-à-dire quelque chose qui permet à des chercheurs, non plus à des travailleurs, d'être satisfaits de leur vie. Vous savez, je dirais que les bons chercheurs sont très rarement intéressés par l'argent. Ils sont intéressés par la réalisation de leurs travaux, par le changement qui est en cours. C'est cette dynamique qui prend le pas sur les autres, à la condition, bien évidemment, que les populations des différents endroits de la planète se rejoignent sur des valeurs essentielles. Es gribētu sacīt, ka jau šobrīd notiek manā ieskatā paradigmas maiņa. Šobrīd ir tā, ka notiek centieni izspiest no cilvēkiem pēc iespējas vairāk. Kā izspiest no cilvēkiem visu, ko vien var, lai viņi atbalstītu kapitālismu, šī kapitālisma
ekspansijā. Cilvēki tiek distancēti no kultūras, lai apmierinātu finanses. Bet es uzskatu, ka mēs virzāmies tādā virzienā, pasauli virzās tādā virzienā, ka cilvēki vairs nevēlas tikt uzskatīti par paklausīgiem strādniekiem, bet grib tikt atzīti par spējīgiem nodarboties, strādāt pie tā, kas ir pats svarīgākais, un respektīvi strādāt pie tiem risinājumiem, kas nepieļautu planētas iznīcināšanu. Cilvēki prasa citu orientāciju, viņi atklāja, ka viņi ir spējīgi izgudrot tādu dzīves formu, lai gluži vienkārši viņi būtu apmierināti ar savu dzīvi. Un jūs zināt, Bužniekungs noteikti labāk par visiem, ka īstu pētnieku, tā nekad nav nauda, kas virza īstu pētnieku. Lūk, es uzskatu, ka tuvojas šāda dinamika, ir šāds laiks. Turpinot to pašu jautājumu, vai tad tas būs tāda, kā Prigožinam, ko šeit pieminēja arī, es varu teikt, kungs tāda, fāzu pārējai sistēmas kritiskā stāvoklī, kas notiek pati no sevis, ja tas ir, teiksim, sociāli-politisks virzīgas process. Si pour continuer pour la question, vous avez mentionné Prigogine. Donc ce que vous décrivez, est-ce que c'est plutôt l'autotransition du système ou c'est plutôt un processus socio-politique? C'est une auto-évolution du système. Le système évolue dans ce... Le système, je vais dire, devient épuisé, le système s'épuise, plus exactement, le système s'épuise, il est remplacé par une mobilisation générale pour savoir comment la vie peut exister dans les différents États avec des formes de vie appropriées, compatibles les unes avec les autres, pour qu'il y ait la formation d'un monde. C'est-à-dire qu'on a inversé les choses. Et donc l'évolution est naturelle. Elle ne dépend plus des politiques. Les politiques sont dépassés par cette démarche-là. Pas qu'ils le veuillent, par la force des choses, par l'épuisement du système, par la bifurcation du système dont parlait Prigogine. Jā, tā ir pašas sistēmas, paša evolūcija. Sistēma pati no sevis iznīkst, un tā iet bojā pati no sevis. Varētu minēt Prigožina, šeit būtu līdzība ar Prigožina minēto bifurkāciju. Un tā ir pilnīgi dabīga attīstība, un tā nav atkarīga, piemēram, no viena vai otra politiķa gribas, lai arī kā viņiem tas nepatīk. Varbūt tagad atkal es, un tad jūs. Jūs aicināt cilvēkus atgriezties pie cilvēku dabas būtnes, jo tā vienīgā spēja pretoties finanšu noteiktajai globalizācijai, dibināt pilsoņu kopienu, kas savukārt vienīgā ir spējīga izveidot humānu sabiedrību. Tātad domāšanas maiņa pāri ticībai, neticībai vai reliģijām. Kā cilvēkam, kurš uzauga sociālistiskā sistēmā un kuram bija jāmācās arī par komunistisku utopiju, man jūs redzējums šķiet daļēji utopisks, jo šķietam ignorēt cilvēku dabu. Turklāt, kā mēs zinām, liela daļa cilvēku labprāt grib piederēt sistēmām un tajās iekļauties. Kāpēc jūs teikt, ka tā tomēr nav utopija un pie kādiem apstākļiem Eiropieši būtu spējīgi uz šādu garīgu évolution, kas rezultētos revolūcijā? Quant à l'individu en Europe et en Lettonie, vous écrivez, je cite, l'individu relève d'un camp plutôt que d'un corps social. Désormais, il bénéficie d'un traitement collectif peu ou prou état-providence et disciplinaire.
vous invitez les populations à revenir à l'homme-nature, qui est le seul capable de résister à la globalisation dictée par les finances et fonder la cité, qui à son tour est la seule capable de créer une société humaine. Ayant vécu dans le système socialiste et appris les utopies communistes, votre vision me semble en partie utopique, parce qu'elle semble ignorer la nature de l'homme. Or, une grande partie des hommes aspire à adhérer au système. Pourquoi donc votre vision n'est pas une utopie? Sous quelles conditions les Européens seraient capables à une pareille révolution qui nécessite une évolution spirituelle préalable? Merci d'aborder le problème sous l'angle de l'utopie. Nous sommes en présence, reconnaissons-le, d'un besoin d'utopie. Et il y a deux types d'utopie. Première catégorie d'utopie, c'est, je dirais, je la qualifierais d'utopie idéologisante, c'est-à-dire une utopie qui est socialiste, capitaliste, voire hybride, socialiste et communiste, et socialiste et capitaliste. Cette utopie conduit, avec la globalisation, à la formation de camps. Alors le mot est exagéré, mais vous avez connu les villes-usines, nous connaissons les métropoles d'activités qui sont des enrôlements, je dirais, dans des camps. Alors ça c'est la première catégorie d'utopie. Il y a une deuxième catégorie d'utopie, c'est celles qui répondent à la désespérance des camps, c'est-à-dire qui refusent la première catégorie d'utopie pour rechercher une utopie spiritualisante. Et ce que je veux dire, c'est que cette utopie spiritualisante dans laquelle je m'inscris, c'est une utopie qui, elle, est concrète, c'est-à-dire qu'elle devient réelle parce qu'elle est la réflexion basique des individus qui disent après tout, l'héritage qu'on doit laisser à nos enfants, c'est la continuité d'une forme de vie. Ça, c'est fondamental. Donc, je crois que nous rentrons concrètement, qu'on le veuille ou non, dans quelque chose qui est spiritualisante et qui en quelque sorte, est nécessairement, je dirais, une utopie. Mais elle se concrétise. Je vous laisse traduire ça. Paldies par jautājumu, kas skar utopiju. Es uzskatu, ka mums šodien vajag utopiju. Es vēlētos izšķirt divu veidu utopijas. Pirmā veida utopijas, manuprāt, ir ideoloģiskās utopijas, jeb ideoloģijā balstītās viltus utopijas, vai tās būtu sociālistiskas, kapitalistiskas vai savu veidu hibrīds starp šiem abiem. Un šādas utopijas, ideoloģijā balstītās utopijas, manuprāt, ved pie sabiedrības nometnes. Varbūt, ka nometne ir par stipru sacīts, bet jūs pazīstat, jūs zināt, kas ir pilsētas fabrikas. Savukārt mēs šobrīd redzam Eiropā, ka veidojas metropoles, kas ir kaut kas mazliet līdzīgs. Tātad pirmā
Pirmais utopijas veids ir ideoloģijā balstīta utopija, un otrais ir atbilde šai ideoloģijā balstītai utopijai, un es vēlētos to dēvēt par garīgumā balstītu, atbrīvojošu un utopiju, kas ir pavisam konkrēta un kas ir kā atbilde manis minētās sabiedrības, kas organizēta kā nometne, kas ir kā atbilde bezcerībai, pirmās utopijas bezcerībai. Mēs taču vēlamies atstāt saviem bērniem konkrētas reālas dzīves formas. Un, manuprāt, šī otrā utopija, garīgumā balstīta utopija, ļauj veidot šādas dzīves formas. Je prends un exemple pour vous montrer qu'on est dans le concret. J'ai accompagné un ami qui est le maire d'une commune française, la commune s'appelle Mouzon, près de Reims, 15 000 habitants. Ce maire, pendant de longues années, a invité la population à s'interroger. Quelle production devons-nous avoir sur le territoire? Quelle consommation devons-nous accepter par nous-mêmes sur le territoire? Le débat avec les populations, concrètement, ont fait que les populations ont compris qu'elles devaient refuser une implantation qui était convoitée par une industrie de camions lourds porteurs sur Mouzon, et les populations ont rejeté cette solution. Elles ont compris que le capital allait se délocaliser facilement et que demain, si les conditions de salaire n'étaient pas appropriées, eh bien le capital aurait délocalisé cette activité. Ce qu'elle a fait dans les faits. La population a refusé cette solution. Elle a accepté une proposition construite par le maire, qui est de faire de Mouzon le centre des compagnonnages français et européens. Qu'est-ce que c'est que le compagnonnage? Ce sont des gens qui apprennent à restaurer des vieux monuments, des cathédrales entre autres, d'où la proximité de Reims, et ce sont des gens aussi qui recherchent des habitations, des modes d'habitat, je dirais, très économes en énergie. Et les populations ont accepté cette solution. Sur le plan de la consommation, elles se sont organisées pour accueillir le commerce de proximité en votant non à la pratique des grandes surfaces et à l'implantation des grandes surfaces. Concrètement, voilà une utopie concrète. Lai ilustrētu nedaudz, ko nozīmē manā skatījumā konkrēta utopija, es gribētu minēt vienu piemēru par vienu nelielu pilsētu Francijā, netālu no Reimsas, Muzona, kur dzīvo apmēram 15 000 iedzīvotāju, un šis pilsētas mērs vairākus gadus organizēja vietējos referendumus, cilvēku aptaujas par vairākiem svarīgiem jautājumiem. Un konkrēti piemēri bija par diviem jautājumiem. Viņš uzdeva jautājumu iedzīvotājiem, kādu ražošanu mēs vēlamies attīstīt savā pilsētā un kāda veida patērēšanu. Runājot par ražošanu, cilvēki toreiz aptaujā noraidīja vienas lielas smago automašīnu ražotnes izveidošanu šajā pilsētā, jo viņi saprata, ka kapitāls agri vai vēlu atradīs zemākas algas kaut kur citur un aizies prom. Un tā arī īstenībā notika ar šo uzņēmumu, kurš tad tika izveidots kādā citā pilsētā, bet pēc kāda laika vienalga no šīs pilsētas pazuda. Un cilvēki pieņēma šī pilsētas mēra priekšlikumu veidot Muzonā
kompanionāžas centru Eiropas mērogā. Un kompanionāžas centrs vieno vairākus amata meistarus, piemēram, katedrāļu, restaurātorus vai arī amatniekus, cilvēkus, kur nodarbojas ar energoefektivitātes jautājumiem, dažādiem energoefektivitātes jautājumiem. Runājot par patērēšanu, pilsētas mērs arī lūdza iedzīvotājiem izteikties par to, vai viņi vēlētos savā pilsētā ieviest lielveikalu vai nē, vai viņi vēlētos saglabāt mazās tirgotavas, mazos veikalus. Un šie cilvēki izvēlējās otro variantu, protams, kas ļāva pilsētā saglabāt, uzturēt dzīvību un darba vietas. Paldies, mums ir vēl 2 jautājumi, viens no publikas un viens mans. Jā, kurš? Man Sardēja kungam ir viens komentārs un viens jautājums, pavisam konkrēts komentārs ir, ka man ir jāpiekrīt jums, ka tiešām ir vērojama tāda sabiedrībā paradigmas maiņa, individuālās atbildības līmeņa celšanās, piemēram, Latvijā. Tas ir atteikums postkomunistē Ždanokai rīkot savas konferences viesnīcās un masveida lielveikala Maksima boikots pēc avārijas, kas šeit notika traģiskās. Un arī laukos, kur es dzīvoju, ir vērojama cilvēku tieksme pašorganizēties, iepirkt aplinkus ceļiem ēdienu no zemniekiem, neiepirkties lielveikalos, organizēt kādas pašpalīdzības struktūras un tā tālāk un tā tālāk. Bet jautājums man ir šāds. Pašlaik jaunās paudzes kara apstākļos, kad noteikums ir pasaulē diktē Putina politika, mēs varam vērot, ka demokrātiskā sistēma ir dziļa apmulsumā. It īpaši redzot, ka to demokrātiju var iznīcināt viņas pašas rokām, viņas pašas paņēmieniem un līdzekļiem. Un arī Latvijā tātad tik pa brīdim izraisās diskusijas par vārdu brīvību, jo viena sabiedrības daļa uzskata, ka kara naida propagandas televīzijas kanāli Krievijai piederīgi būtu jāslēdz ciet, un viena daļa uzskata, ka tā ir cenzūra, vārdu brīvība, kas nekādai gadījumā nav pieļaujama. Kā jūs vērtējat šo jautājumu? Nu, pieņemsim Jesejas Berlina negatīvās un pozitīvās brīvības aspektā, vai jūsuprāt kara naida propaganda, kas ir pieejama plašām masām, kara informācijas, kara apstākļos būtu tomēr jāizliedz vai jāatļauj? Un varbūt jums ir kāds cits aspekts, kurā jūs uz to skatāties. Paldies! J'aurais un commentaire et une question. D'abord un commentaire. Je suis d'accord que la société change, qu'il y a un changement de paradigme en société. Par exemple, les gens refusent les conférences dans les hôtels organisés par une post-communiste, Madame Ždanoka. Par exemple, les gens boycottent le supermarché Maxima qui a vécu cette grande tragédie il y a un an. Dans la campagne, les gens s'auto-organisent, ils achètent en direct, ils établissent des structures d'auto-aide. Ma question se porte sur cette situation d'aujourd'hui, ces conditions de la guerre d'une nouvelle génération, où c'est Poutine qui dicte tout, et la démocratie est très perplexe vis-à-vis de ça. Et cette démocratie peut être détruite avec ses propres instruments, avec ses propres mains. Par exemple, la liberté de parole. Et vous avez des chaînes de la télévision qui propagent une propagande de la guerre, un discours de la haine. Alors il y a des gens qui disent
qui disent qu'il faut les fermer. Ce sont les émissions de la télévision en provenance de la Russie. Donc il y a des gens qui disent qu'il faut les fermer, c'est carrément ces chaînes de la télévision. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est contraire à la démocratie et que ça voudrait dire une censure. Si vous fermez ces chaînes qui propagent de la haine et une propagande de la guerre. Quelle est votre opinion? Est-ce que cette propagande de la guerre propagée par ces chaînes, en l'occurrence, devrait être interdite ou pas? Ou probablement vous avez une autre vision sur ça? Je dirais qu'il faut repartir à la base. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arriver à une autre pratique de la démocratie. Dans la conception de la philosophie de la vie sur laquelle j'essaie de travailler, il est évident que s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de vie. Donc il faut que les pays qui sont grosso modo considérés comme des organes du monde, je veux dire, ces pays doivent arriver à former corps avec le monde. Donc il y a un besoin, je dirais, de compréhension du monde complètement différent et qui est certainement démocratique à la base. Autrement dit, je crois qu'il faut passer de la démocratie utilitaire actuelle qui essaye de raccommoder des morceaux sous prétexte de la démocratie à une démocratie qui est absolument vitale, qui est nécessaire pour que le monde fonctionne. Et c'est c'est cette nouvelle pensée qu'il faut faire. Donc, bien évidemment, je pense que je ne souscris pas à la démocratie propagande, bien sûr, parce que c'est une manipulation. Mais je pense que la réforme que nous proposons, à partir de cette approche de la vie, avec l'analogie que je viens de formuler, dire qui est celle d'un monde étant un corps par rapport à des pays qui sont des organes de ce corps, eh bien cette compréhension biologique, je regrette que M. Mouchniek soit plus là, mais cette compréhension biologique, qui n'est plus une compréhension système et une compréhension approfondie, sur répondant à la question « que faut-il faire pour assurer la vie ?» pas seulement pour vivre, mais pour assurer la vie, c'est cette révolution de pensée qui est en train de se formuler quelque part et qui a besoin d'être travaillée par les populations, et ceci de façon démocratique. Bon, je ne prétends pas être je ne veux surtout pas être un doctrinaire en la matière. Es gribētu sacīt, ka ir nepieciešama cita demokrātija, bet cita demokrātijas prakse. Un dzīves filozofijas kontekstā, kurā es strādāju, skaidrs, ka bez demokrātijas nav dzīves. Es gribētu sacīt, ka valstis ir kā savu veidu orgāni pasaules ķermenī, un tām visām savstarpēji ir jāsadarbojas un jāfunkcionē kopā. Un mums būtu jānonāk pie demokrātijas, ko es devēju par vitālo demokrātiju, kas vajadzīga, lai pasaule spētu funkcionēt. Tāpēc ir vajadzīga, manuprāt, ir vajadzīga šī domas revolūcija. Paldies. Es gribētu stādīt priekšā fotogrāfu Juri Kalniņu, kad jūs varat
Juri, varbūt jūs varat teikt dažus vārdus par jūsu tandēmu, par, es nezinu, radniecību uzskatos vai tam līdzīgi. Je voudrais présenter le photographe Juris Kalniņš et peut-être vous pourriez dire quelques mots sur votre tandem, votre travail ensemble. Oui, je voudrais... Excuse-moi, je pense que c'est d'abord une question. C'est une très bonne question. Jā, būtu jau labāk, kam Srodēkungam. Nu, vismaz iesaukt. Jo viņam ir vārds, man ir bilde. Par bildi, ko te par bildi runāsim, bildes jāskatās. Labi, to mēs arī... Un dažreiz, kā saka, tās bildes skatoties, cilvēki saka, tu nevar tā kā īstam saprast, kas tur uz tām bildēm ir. Nu, tad šajā gadījumā man jums jāsaka, tur ir viss precīzi redzams. Srodēkungs ir aprakstījis, kas uz tām bildēm ir redzams. Un tas, vai manas bildes būtu, teiksim, viņa grāmatā, to izvēlējās, un es nepretoju. Paldies. Man bija patīkumi sadarboties ar Jānu. La coopération avec M. Sordet est très agréable. Et pour vous dire honnêtement, les photos, il faut les regarder. Qu'est-ce qu'on peut y parler? On ne peut pas en parler beaucoup. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas comprendre ce qui est reflété sur les photos, mais dans ces cas, dans les cas du livre, tout est très clair. Et M. Sordet a tout décrit, a écrit ce que vous pouvez voir sur les photos. Labi, mēs esam laikam diezgan ilgi runājuši. Vēl bija jautājums? Jā, lūdzu. Jā, Igors Fatonis, žurnālists. Man bija iespēja izlasīt to grāmatu, un es sapratu vienu lietu, kā Srodēkungs ir nevienaldzīgs un vai vienkārši sakot labs cilvēks, kuram tā sistēma vienkārši, kurš grib protestēt pret to, kas notiek kaut kādos momentos, bet īstenībā es gribētu varbūt turpināt to pašu jautājumu, ko uzdevā Mužnieku kungs, proti par alternatīvām. Un šeit gribētos no jūs tomēr, kā pieredzējušā cilvēka, dzirdēt, ko tomēr jūs gribat piedāvāt. Kāda ir tā alternatīva tam, sistēmas kapitālismam? Vai tā ir tāda kā vairāk konservatīvs trends, teiksim, Alēnā de Benoit stilā, vai tas ir, tā teikt, tas anarcho-sindikalisms, tāda kreisa gaune, tur ar Wallersteinu, participatīvais budžets, pat jūs minējat to piemēru ar to pilsētu, mazo konkrētu, tur, teiksim, situāciju prakse, protams, agri vai vēl novedīs pie tā, ka vajag tomēr piedāvāt kaut kādus ietvarus. Tātad mans jautājums ir par tiem ietvariem, vai visam ir jābalstās cilvēka iekšējā pašpilnveidošanas tieksmē, balstoties, teiksim, Eiropas domāšanas tradīcija, kura sākas ar Sokratu, Platonu, Aristoteli un līdz mūsdienām. Tad to varbūt par to alternatīvu nedaudz specifiskāk. C'est une question provenant d'un journaliste qui a lu le livre et il dit j'ai compris que M. Sordet n'est pas indifférent à ce qui se passe, qu'il veut protester contre les systèmes. Et ma question se porte sur les alternatives. Qu'est-ce que vous voudriez proposer comme une alternative au capitalisme système? Est-ce que c'est quelque chose dans le style de Benoit, ou plutôt conservatif, ou est-ce que c'est quelque chose plus à gauche, je dirais anarcho-syndicalisme de Wallerstein? Et vous avez mentionné l'exemple de la petite ville d'Illusion.
Mais la question est donc sur les alternatives et qu'il faut quand même proposer un certain cadre. Ou est-ce que vous pensez que tout doit se baser dans la volonté de l'homme de s'auto-parfaire, comme disaient les philosophes classiques? Donc la question est sur les alternatives, concrètement, que vous proposez. Oui, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'on est dans un passage, je dirais, d'une autre ère. On passe à une autre ère. On n'est plus, je dirais, on ne dépend plus de l'ère des chasseurs-cueilleurs, on ne dépend plus de l'ère des éleveurs, qui a généré le capitalisme. On est dans une fin de l'ère du capitalisme, par épuisement du système, par le fait que les ressources, je veux dire, ne peuvent plus être les mêmes. Hein, on pourrait citer des chiffres, et je m'abstiens de le faire, pour être plus proche, je dirais, de ce qui est durable. On assiste à l'épuisement de l'ère capitaliste. On passe à une autre ère. Cette ère, elle consiste à profiter de tous les savoirs et connaissances que nous avons pour essayer de protéger la vie partout. Je veux dire, sur la planète, éviter les gaspillages, y compris les gaspillages de l'intelligence humaine, y compris l'énergie vitale des hommes. Et d'arriver à cela, donc de renforcer considérablement la recherche, de mobiliser les intelligences pour qu'on arrive démocratiquement, et cette fois pour de bon, je vais dire, dans un autre monde. Cette solution m'apparaît être la seule. À la guerre, j'oppose la vie, n'est-ce pas? Elle demande beaucoup d'investissement, d'intelligence, de création, de mobilisation, comme ce soir, n'est-ce pas? Tout reste à faire. Je veux dire, je ne cherche pas à améliorer le système puisqu'il va à sa perte. Scientifiquement, on le sait, on peut le démontrer. Simplement, il faut procéder autrement. Organiser les gens, faire que les gens s'auto-organisent, je dirais, avec une capacité d'intelligence accrue. Voilà une partie de ma réponse. Alors, par rapport à ça, je donne quelques pistes. Ces pistes-là consistent toutes à une pensée différente. C'est-à-dire, il faut faire une révolution de notre pensée. Et je suis très content que vous ayez posé la question à M. Joris Kalnisch. Moi, je vais répondre. Pourquoi on a un amour commun de la Lettonie? Ben, je dirais que parce qu'on ne se parle pas trop, je ne parle pas le letton, quoique je comprenne beaucoup de discours qui se produisent. Je dis ça pour qu'on se méfie, n'est-ce pas? Mais on n'a pas besoin de se causer beaucoup. Ce qui est important, c'est d'arriver à une dimension, je dirais, de compréhension qui va être validée. C'est la compréhension de la beauté. La compréhension, je dirais, de cet héritage qu'il faut savoir donner à ses enfants. Monsieur Kalnisch est un anthropologue qui conserve la mémoire du passé. C'est la première fois, moi, que je rencontre quelqu'un qui fait de la prospective, qui regarde comment ça évolue, en observant, je dirais, ce qu'on va laisser à nos enfants. Et ce qui m'intéresse, c'est ces traces-là. C'est un côté... La poésie, c'est le faire. Je veux dire, moi, dans mon langage, je ne sais pas le faire.
mais grâce à Joris Kalniņš, je pense faire un pas vers la poésie et commencer à savoir le faire. Et je l'en remercie personnellement, mais aussi en votre nom à tous. Atbildot uz jūsu jautājumu, es uzskatu, ka mēs tiešām atrodamies pārējā uz citu ēru, uz citu laikmetu, un mēs neesam vairs industriālajā laikmetā. Mēs esam kapitālisma ēras beigās, jo sistēma iznīkst pati no sevis, tāpēc, ka ir vērojams, piemēram, visu resursu izsīkums. Un šeit varētu droši vien minēt daudz un dažādus skaitus, ko šovakar nedarīšu. Var sakot, šī sistēma vairs nav ilgtspējīga. Mēs pārējam, manā skatījumā, mēs pārējam uz citu ēru, kas pratīs izmantot, kur cilvēki pratīs izmantot visas savas zināšanas un prasmes, lai izvairītos no dažāda veida izšķiešanas, vai tā būtu cilvēka vitālās enerģijas izšķiešana, vai arī, piemēram, zināšana izšķiešana. Un es uzskatu, ka ir, es vēlos pretnostatīt karam, es vēlos pretnostatīt mieru. Protams, šīs sabiedrības izveidošana tā prasa lielu mobilizēšanos. Un es uzskatu, ka viss vēl ir priekšā, bet tas, ko es skaidri vēlos pateikt, ka pašreizējo sistēmu absolūti nav jēgas uzlabot, tai jāļauj iet bojā. Es domāju, ka cilvēki pratīs paši organizēties un izmantot savas zināšanas, prasmes un gudrību. Un, protams, kā jau iepriekš minējām sarunā, tas prasa citādu veidu domāšanu, tas prasa revolūciju domāšanā. Ja man ļauts vēl atbildēt arī papildus Kalniņa kungam uz jautājumu, ko Kalpiņas kundze uzdeva, es gribētu sacīt par to, kas mums ir kopīgs mūsu tandēmam. Mēs pilnīgi noteikti abi mīlam Latviju. Es gribētu sacīt, ka mēs daudz nesarunājamies, mūsu saziņa nav tik daudz vārdiska, jo manas latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, kaut arī uzmanieties, nav tā, ka es neko nesaprotu. Un strādājot kopā ar Kalniņa kungu, man bija svarīgi, mēs vēlējāmies pateikt, cik svarīgi nonākt pie kopīgas izpratnes par skaisto un par dzīves formām. Un es uzskatu, ka Juris Kalniņš ir antropologs, kas saglabā atmiņu, un reizē arī cilvēks, kurš domā uz priekšu, jeb domā prospektīvi. Un man tas šķiet poētiski, es tā neprotu, un man šķiet, ka pateicoties Kalniņa kungam, es mazliet pietuvojos poēzijai, jeb kaut kam, kas ir dzejisks. Paldies! Es gribu teikt, ka šovakar bija tā jaukā iespēja grāmatnīcā dzirdēt autoru balsi. Tas vienmēr ir ļoti patīkami. Es gribu teikt paldies jums, paldies Kristīnai Našniecei par varonību un aicinu jūs lasīt grāmatu un domāt. Paldies! Thank you.